Bonjour à tous. Je voulais remercier les organisateurs, l'Académie royale de Belgique et l'ambassade de la Roumanie à Bruxelles pour le choix de cette date. Parce que l'anniversaire de Cantemir, c'est le 26 octobre. Et il y a à peu près une vingtaine d'années, pendant quelques années, à Bucarest, Virgil Kunda et Stella Tom ont organisé des réunions scientifiques le samedi matin autour de la personnalité du prince Cantemir. Et donc, ce colloque me rappelle ses souvenirs. Et à un moment donné, pendant ces réunions, Virgil Kunda nous racontait que il était invité à une association des Tatars de Roumanie et il a dit oui, je vais certainement trouver quelque chose dans l'histoire de l'Empire ottoman pour leur montrer quelle était l'image reflétée dans cet ouvrage. Bon, maintenant, avec le recul, je sais très bien qu'il savait déjà ce qu'il allait chercher parce qu'il connaissait très bien ce livre. Mais quand j'ai été invitée à ce colloque, je me suis dit, est-ce que par hasard, dans ce livre, il est aussi cité Van Helmont? Ce n'était pas du tout le sujet, mais... Et je peux vous dire que oui, Van Helmont est effectivement cité dans l'histoire de l'Empire ottoman. Il est cité comme justement un inspirateur de Meletios de Arta, dont Vlad Alexandrescu vient d'en parler. Et donc, il est cité dans la version latine. Après, il a aussi la traduction anglaise reprend un peu modifié, disons que le nom de Van Helmont est transformé dans un adjectif. Et dans la traduction française, ce nom disparaît. Et donc, ça me ramène bien à mon sujet d'aujourd'hui, qui est le rapport entre l'original, le manuscrit latin, et les traductions occidentales qui ont circulé en Europe. Avant de commencer, je voulais aussi vous dire que j'ai bien profité des avancées technologiques d'aujourd'hui et que les éditions anciennes sont actuellement scannées, donc l'histoire de l'Empire ottoman et d'autres sources anciennes publiées, bien sûr pas manuscrites, sont en ligne ou sur Google Books, sur Gallica, qui est la base de données scannée des éditions anciennes de la Bibliothèque nationale de France. Et donc voilà que la technologie sert toujours et encore, même le XVIIe siècle ou le XVIIIe. Donc, en 1734, paraissait à Londres l'histoire de l'Empire ottoman du prince Dimitri Cantemir. Son nom n'était pas inconnu au milieu scientifique, vu sa nomination au sein de la toute nouvelle Académie de Berlin. Si son nom n'était pas inconnu, ce livre consacrait son statut d'historien en Europe. L'auteur n'était plus de ce monde depuis un peu plus d'une décennie, et parmi ses nombreux livres qui construiront plus tard son profil d'encyclopédiste, un seul avait été publié dans sa jeunesse, le Divan, qui a circulé dans l'espace sud-est européen et moyen-oriental, parfois dans des traductions et sous des formes surprenantes, c'est-à-dire plus précisément il s'agit d'une traduction en arabe qui a circulé dans plusieurs formes manuscrites et un de ces manuscrits se trouve à la Bibliothèque nationale de France et il a été publié et traduit en anglais il y a quelques années. Cette traduction anglaise, donc celle de l'histoire de l'Empire ottoman, est publiée avec tout le protocole diplomatique de l'époque, car le fils cadet du prince, Antioch Cantemir, était devenu ambassadeur de la tsarine Anna auprès du roi Georges II de Grande-Bretagne. Elle servira de modèle pour les traductions ultérieures en français, allemand, roumain, car le manuscrit latin n'était déjà plus dans un circuit public ou connu. Ce manuscrit latin, transcrit dans sa version définitive avec des annotations de l'auteur, sera découvert 250 ans plus tard, en 1984,
par celui qui s'est appelé à juste titre le secrétaire posthume de Cantemir, Virgil Kunda. Et donc il a été trouvé là où personne ne s'y attendait aux États-Unis. Ce fut une découverte majeure signalée à l'époque, mais qui mit encore du temps, presque encore 20 ans, à être mise en valeur. Le facsimile du manuscrit a été publié en 1999 à Bucarest et la publication du texte latin a été faite en 2001 et donc a été publiée à Timișoara. L'original latin a eu la chance d'être traduit en roumain par Dan Slușanski, dont le nom a été évoqué ici déjà, spécialiste de langue classique déjà habitué au texte du prince. L'histoire retrouvait enfin une forme moderne, précise et en même temps parfaitement adaptée à l'esprit cantémérien. Mais, faute de moyens, elle a attendu encore sa publication. C'est la maison d'édition Paideia qui publie en 2012 la traduction moderne en roumain, dans une édition d'une qualité exceptionnelle qui rend accessible dans une langue moderne la version la plus proche du manuscrit ancien de 300 ans. La découverte du manuscrit était en elle-même un fait important pour la culture roumaine. Mais en étudiant ces pages, les deux chercheurs ont observé de nombreuses différences entre la version originale et la traduction anglaise. Et donc je cite de Virgil Kunda, une comparaison entre l'original latin retrouvé comme par miracle et la version anglaise de Tyndale montre clairement que celui-ci, et après lui, tous les autres traducteurs ont publié seulement une sorte de remake de l'ouvrage de Cantemir. Tyndale a changé le nombre de livres, a omis 2 livres, donc le partage en 3 livres, c'est devenu 4, a mis les annotations du côté du texte, a mis les annotations à côté du texte, effaçant ainsi la différence fondamentale entre les informations prises des chroniques turques et les contributions personnelles vécues par le prince, a omis bon nombre de paragraphes plus difficiles de l'original latin, a fait bon nombre de modifications injustifiées en omettant les paragraphes écrits non seulement en latin, mais aussi en ductus arabicus, pour ne pas mentionner les intéressants dessins que Cantemir avait faits pour la meilleure compréhension du bienveillant lecteur. C'est les paragraphes que je viens de citer. Et à propos de ces intéressants dessins, ils sont bien là, sont dans l'illustration de droite. Et je me suis bien aperçue que dans mon titre, il aurait fallu que je fasse comme Cantemir, c'est-à-dire rayer le A et mettre au pluriel. Donc c'est incrementorum et decrementorum aule Ottomanicae. Donc ça, bien sûr, c'est la première page, le début, et l'autre page, c'est une page avec des illustrations. Partant de ce constat, nous nous sommes proposés d'analyser en détail les résultats que donnerait une lecture parallèle des 2 versions, modernes et anciennes. Les 2 versions prises en compte ne sont pas la latine et l'anglaise, mais la romaine et la française, c'est-à-dire 2 versions séparées par 3 siècles et 2 langues intermédiaires. Cette étude se limite à l'observation de la fidélité de la traduction. Elle ne traitera pas d'un autre aspect très discuté de l'histoire de l'Empire ottoman, à savoir les avancées qu'elle représente pour l'historiographie de l'époque, ainsi que les erreurs qu'elle peut encore contenir. Des modifications de date ou de nom existent dans les traductions occidentales, mais elles sont loin d'être majoritaires. Ce n'est pas tant la précision historique qui en est influencée, mais plutôt une certaine intégrité de l'œuvre dans sa structure comme dans ses détails. Ce qui frappe tout d'abord l'attention est bien sûr la modification de la structure initiale de l'ouvrage, le passage de 3 à 4 livres. Dans la version latine, le livre 1 commence par Sur les Manchars, le livre 2 par Mehmed II, le livre 3 commence pendant le règne de Mehmed IV, plus précisément en 1672. Les premiers 2 livres sont réunis dans un seul tome, La Croissance, et le 3e livre constitue le tome de la Décroissance. Dans la version française, le livre 1 est coupé en 2 après le règne de Bayezid Ier.
La traduction est publiée en 2 tomes, mais qui ne correspondent plus à la croissance et à la décroissance telle que l'original. Le 2e tome commence avec le règne de Sélim II, ça veut dire 1566, par rapport à 1672, où il y avait la coupure de Cantemir. Sa distribution en 4 livres est déjà faite dans la version anglaise. La version française complique encore plus les choses, avec ce 2e tome qui commence plus de 100 ans avant la date charnière de Cantemir. En plus, en redécoupant différemment non seulement les livres, mais aussi les tomes, le traducteur français perd le fil de la numérotation des chapitres. Ainsi, le 2e tome commence avec le livre 3, chapitre 1, tout en oubliant que dans le 1er tome, il y avait déjà 4 chapitres de ce livre 3. La remarque de Dan Sluchanski est très pertinente et montre aussi la bonne connaissance du caractère du prince qui s'incluait dans la grande histoire. Quant à nous, nous trouvons tout à fait plausible l'hypothèse que le choix de l'année 1672 comme fin de la croissance est lié non seulement à la prise des Kamianets comme dernier succès matériel des Ottomans, mais aussi, humainement parlant, au moment de la naissance de l'auteur. La pensée symbolique était tout à fait familière à Dimitri Cantemir. Avec lui, la fin de la tyrannie turque devait approcher de sa fin. Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle le traducteur anglais a sectionné en 2 le livre 2. Peut-être parce qu'il considérait aussi la fin du règne de Bayezid Ier comme la fin d'une époque. Nous ne savons pas non plus pour quelle raison le traducteur français a sectionné le livre 3 pour publier sa 2e partie dans le 2e tome. Est-ce peut-être parce qu'il considérait que la fin du règne du Soliman le Magnifique était la fin de la croissance? Toutes les hypothèses sont ouvertes, mais aucun choix n'est légitime. La 2e modification importante est l'absence de citations en turc ottoman et de la très grande majorité des transcriptions en caractère latin. Maintenues, ces citations auraient été une très riche source d'informations linguistiques pour l'époque. Donc, dans le texte latin, il y avait inséré des fragments de texte, des citations turco-ottomanes, avec une transcription qui appartenait à Cantemir. Et tout ça ne figure pas dans les traductions occidentales, à part quelques transcriptions en caractère latin du turc ottoman. Maintenues, ces citations auraient été une très riche source d'informations linguistiques pour l'époque. Cela aurait pu empêcher, par exemple, Joseph von Hammer-Purgstall, qui a été cité aujourd'hui, d'écrire « Cela prouve que Cantemir n'a jamais vu le mot Ispenge ». Non seulement il l'avait vu, mais il l'avait écrit. C'est bien écrit dans l'histoire de l'Empire ottoman. Cette modification est bien plus grave que la précédente, qui ne faisait que redistribuer différemment le même contenu. Dans ce cas, l'élimination des citations et de leur transcription baisse d'un cran le niveau de l'ouvrage et le rend comparable aux autres. On a considéré que Tyndall avait choisi la voie de la facilité lorsqu'il avait écarté ces fragments. Mais peut-être que d'autres contraintes ont joué en faveur de cette solution. Antioche était ambassadeur à Londres et il espérait sans doute voir le livre publié avant son départ. Le maintien des citations aurait signifié plus de temps pour consulter un spécialiste et plus d'argent pour l'impression des caractères arabes. Tyndall a dû peut-être faire un choix. C'est juste une hypothèse pratique. Le traducteur intervient aussi sur d'autres éléments qui concernent l'ensemble de l'ouvrage. Il ajoute la liste des princes et rois d'Europe contemporains à chaque sultan, met les années chrétiennes et musulmanes en marge de la page, attache les annotations correspondantes à chaque règne, alors qu'il y avait des livres différents. Enlève dans la plupart des cas l'affiliation du titre, c'est-à-dire que d'habitude dans le manuscrit il y a un tel sultan fils du précédent et la partie fils d'eux disparaît dans la grande majorité des cas. Le résumé.
L'édition anglaise choisit une mise en page plus animée avec un corps de police différent pour le texte et les annotations, et une mise en page sur 2 colonnes pour les annotations, situées en bas de page. L'édition française place les annotations à la fin de chaque chapitre en gardant la même police. Les portraits des sultans, dont Cantemir était si fier de les avoir obtenus, n'y figurent pas. C'est-à-dire, ça, ce sont les portraits qui figurent dans l'édition anglaise, mais qui n'y sont plus dans l'édition française. À part ces changements qui concernent l'ensemble du texte, de nombreuses modifications apparaissent au fil de la traduction. En commençant la lecture comparative du livre, nous avons été impressionnés par le nombre de modifications subies par la préface. Plus de 80 modifications dans les 49 pages de la préface. Ainsi, des phrases, des paragraphes importants, parce qu'ils mettaient des jalons pour la démarche scientifique de l'historien, ont été raccourcis ou enlevés. La préférence annoncée de suivre les événements d'après les années de l'Hégire, le souhait de corriger les informations fausses qu'il a pu lire dans d'autres historiens, certains d'entre eux connus, mais aussi la conscience du fait que des erreurs lui échapperont. Des considérations qui ne concernent pas l'Europe occidentale ou qui peuvent être différentes des opinions occidentales. Par exemple, il y a un fragment qui est enlevé concernant la conquête de Constantinople, où Cantemir dit que c'était un point très important pour la chrétienté, et donc c'était son deuxième œil et le plus important. Et évidemment que dans l'édition française et anglaise, ça passait mal l'idée que Constantinople pouvait être le point le plus important de la chrétienté. L'idée clairement exprimée de comparaison entre la chronologie des historiens chrétiens et turcs, comme preuve que l'histoire de Cantemir représente une avancée par rapport aux autres. Des considérations sur les ouvrages des autres. L'omission de la conclusion d'une démonstration. Par exemple, quand il dit en conséquence, nous pensons que ces arguments pris de Ricciolus sont suffisants pour former une sorte de canon. Ça ne figure pas. La préférence affirmée pour les historiens turcs, mais aussi des appréciations des historiens européens. Le changement, ça c'est ponctuel vraiment, le changement de jour dans une expression plus moderne et facile à comprendre pour le lecteur. C'est-à-dire que Cantemir utilise le deuxième jour et le traducteur adapte en lundi, et après le troisième jour qui devient un mardi. L'élimination de passages entiers concernant la chronologie d'Osman et de ses prédécesseurs, plus indigeste, est l'élimination des tables chronologiques, à part le premier concernant la date précise du début du règne d'Osman. La lecture comparative de la préface décourage. Le lecteur se dit qu'il ne pourra jamais arriver à la fin des 1000 pages du manuscrit, tout en observant minutieusement les modifications du traducteur. Heureusement, même si ces interventions restent nombreuses, elles se font plus rares dans le texte, et même de plus en plus rares au fur et à mesure que la lecture avance. Si en général il est possible de rencontrer 1, 2, voire parfois 3 modifications sur une page, et je parle plutôt des pages du manuscrit, pas des éditions différentes, on peut trouver des pages entières sans aucun changement notable vers la fin de l'ouvrage. Et évidemment, par modification, je parle des choses très concrètes, des fragments qui sont enlevés, des commentaires qui sont ajoutés, parce que je ne prends pas en compte l'adaptation qu'un paragraphe peut subir. Ça peut arriver dans une traduction. Un nombre important de ces modifications concerne des petites coupures dans le texte. Par exemple, j'ai mis en bleu la traduction de la partie en roumain, et qui reflète l'original latin, et dans la moitié droite, ce qui reste dans la traduction française. Si certaines notes disparaissent, il s'agit plus
pour la plupart de notes brèves et nous n'avons observé qu'un seul paragraphe du texte principal qui est absent dans la traduction française par rapport à l'original. Le traducteur insère parfois ses propres considérations ou pensées, situées habituellement au début ou à la fin d'un sous-chapitre. Par exemple, c'est toute cette phrase qui ne se retrouve pas dans la version roumaine et latine, qui reste plus sobre, plus courte. Le traducteur se lance un peu dans des considérations plus détaillées. Ou sinon, ce fragment qui n'existe tout simplement pas dans la version latine. Ou encore, ça c'est plus long, ça concerne la prise de Bayazet Ier. Et on voit que Cantemir fait une petite phrase. Et dans la version française, il y a beaucoup plus de considérations autour de cet événement. Une place à part occupe les paragraphes qui ne sont pas toujours flatteurs envers la France de Louis XIV et de son ambassadeur Charles de Ferriol, que Cantemir a très bien connu. Monsieur de Jonquière préfère ne pas les traduire. Par exemple, après cela, afin que son roi ne semble pas moins important que l'empereur, Monsieur de Ferriol, ambassadeur extraordinaire des Français, s'est efforcé longtemps pour être paré des mêmes honneurs, et pour cela, il n'a épargné ni machination ni cadeau, mais pourtant son souhait ne s'est jamais réalisé. Tout en sachant que ces fragments figurent bien dans la version anglaise. Et encore plus grave, parce qu'il s'agit d'un projet de partage de l'Europe entre la France et l'Empire ottoman. Si le résultat allait être à la mesure des désirs, lui, le roi de France, allait garder sous son autorité Vienne et l'Allemagne, mais il allait céder toute la Hongrie au sultan. En revanche, des citations de Rico et d'Herbelot, des auteurs qui étaient très connus dans l'époque, sont insérées dans la traduction anglaise et maintenues dans les traductions ultérieures. Les guillemets manquent parfois et surtout ils se perdent d'une édition à l'autre, donnant l'impression que le fragment a été écrit par Cantemir, alors que lui, il n'a jamais cité dans l'histoire de l'Empire ottoman ces deux auteurs. Le traducteur français reste pourtant vigilant et soucieux de la cohérence du texte rendu. L'anglais, dit-il, met 8, qui veut dire 8. Ne devrait-il pas y avoir 80, ce qui veut dire 80 ? Aujourd'hui, nous avons la confirmation, et Cantemir qui dit qu'il s'agissait d'une armée bien préparée de 8000 soldats, donc c'était bien correct. Il s'étonne aussi de la rapidité des conquêtes de Sélim Ier. Remarquez que tout ce qui précède ne doit pas avoir occupé plus de 4 ou 5 jours. En effet, si. Il s'agit de 9 jours de plus. L'original latin, donc en fin des événements le 19 du mois, transformé par erreur en 10 du même mois dans la traduction. D'autres interventions qui affectent toujours la quantité du texte, coupure ou ajout, concernent des situations inexistantes dans le monde occidental. Par exemple, comme il s'agit des prêtres orthodoxes qui sont mariés et qui ne peuvent pas accéder aux fonctions ecclésiastiques très importantes qui sont plutôt réservées aux moines, le traducteur français et anglais ne met pas cette comparaison qui serait relativement incompréhensible pour le lecteur occidental. Aussi, les vendredis sont comme des dimanches des Turcs, précision que l'auteur n'avait pas faite. Le traducteur n'était pas au courant des polémiques théologiques orientales et il est aussi assez méfiant envers les choix de Cantemir.
Il préfère donc faire disparaître le passage suivant. Donc de ce passage, il n'y a que quelques mots. Johann Cariophilus, un théologue et philosophe d'exception. Et après, tout le reste est coupé parce qu'il s'agit de, même s'il a dû faire pénitence publique pour certaines idées douteuses concernant les sacrements, pour lesquelles il a été accusé de luthéranisme par le patriarche de Jérusalem d'Ocitei. Il existe un livre de réponse de ce patriarche contre les doutes de celui-là, imprimé en Valachie. Et d'ailleurs, le traducteur savait bien ce qu'il faisait parce que ailleurs dans le texte, Cantemir parle des égarements des catholiques et qui est traduit plus sobrement communion romaine. Donc la partie des polémiques orthodoxes ou luthériennes a été enlevée. Cantemir évoque des lieux qu'il a vus, qu'il connaît ou qui lui sont chers, mais certains de ces détails touchants ne sont pas repris, par exemple. Ce sont des détails qui sont très concrets, mais qui peut-être parlent moins au traducteur. Ou aussi une tour qui était au bord du Danube. Et donc c'est évident que Cantemir avait vraiment pu voir les traces de ses fondations à travers l'eau, qui n'était pas le cas du traducteur. Les exemples précédents sont des fragments qui ont subi une modification tout d'abord quantitative du texte, mais la qualité de la traduction est aussi influencée par plusieurs éléments. Le traducteur n'est pas historien et peut faire des erreurs de lecture du texte latin qui entraînent des erreurs historiographiques. Elles sont détectables par le fait que Cantemir n'aurait pas pu le faire. Est-ce qu'on peut vous demander de conclure ? Oui, pardon. Voilà, donc il s'agit du fait que ce n'est pas une conséquence, mais c'est bien en plus, parce que les parties de la Moldavie ne faisaient pas partie n'avaient jamais fait partie de la Pologne. Donc, c'est une erreur. Pareil. Ça, c'est une erreur de compréhension tout simplement parce qu'on voit qu'il dit le contraire. Voilà, ça aussi, il y a une mauvaise compréhension du texte. Ça, c'est une traduction que je considère un peu excessive ou abusive parce que ce n'est pas du tout le texte de Cantemir. Voilà, et après, il y a des petits fragments qui sont, je les ai appelés adaptations littéraires, parce que il s'agit plutôt de ça. Et donc, pour passer à la conclusion, nous avons dressé ici un inventaire concentré des modifications subies par l'original latin de l'histoire de l'Empire ottoman à sa traduction en anglais et en français. Celle-ci ne le dénature pas intégralement comme on aurait pu le craindre appelé les premières pages de la préface. Les traducteurs, surtout Nicolas Tindal, mais aussi M. de Jonquière, interviennent pourtant dans de très nombreuses fois dans la structure, le contenu, le sens et les nuances du manuscrit. Ces quelques pages élucident modestement le mystère qui était celui de la confrontation rapprochée entre l'original et les traductions. Virgil Kund et Dan Sluchanski le connaissaient et l'avaient annoncé, mais ni l'un ni l'autre n'ont eu le temps de démarrer l'édition critique où ces observations auraient trouvé leur place légitime.
Espérant que le souhait exprimé dans la postface du traducteur publié à la fin du premier tome de l'histoire de l'Empire ottoman se réalisera et que l'appareil critique évoqué paraîtra pour accompagner ce texte définitif. Je vous en remercie.